Sierra. Donc à la demande du forum, aujourd'hui, on va voir pour l'oral les armes et la police municipale. Donc, il faut savoir qu'il y a une classification des armes à feu et une classification des armes tout court. Donc, ici sur la photo, on voit une saisie d'armes qui a été faite chez une personne. Donc on se retrouve avec de l'arme de guerre et de l'arme de poing. D'accord? Également de l'arme de chasse ici. Donc là, on va voir les 4 catégories. Donc il y a catégorie A, B, C et D. Donc dans la A, il y en a plusieurs, dans la B aussi. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que les armes de catégorie A, ce sont les armes de guerre. Ça va donc du canon au fusil automatique à répétition, certains fusils aussi, les mitrailleuses, les lance-roquettes et tout ce qu'on voit actuellement à la télé en Ukraine, on les retrouve là-dedans. En dessous, on a les armes de catégorie B. Alors vous allez me dire, ça on dirait un fusil d'assaut. Je vous dirai oui. La différence, c'est une arme au coup par coup. Le mode rafale dans les armes de catégorie B, il n'y en a pas. Donc, ça, moi, je peux l'avoir à la maison. Comment? Tir sportif. Le stockage de l'arme doit être, l'arme ne doit pas être chargée, approvisionnée, les munitions doivent être séparées, et je ne m'en sers qu'au stand de tir. Donc, il faut s'inscrire à la Fédération française de tir, passer un an, faire certaines conditions, demander la détention de l'arme au niveau de la préfecture pour pouvoir faire l'acquisition. Donc, on retrouve en dessous les armes de catégorie C. Donc, ce sont des armes de chasse. Et en dessous D, armes type collection. Tout ce qui est mousquet, coup par coup, etc. Des armes anciennes. Donc ici, je vous ai remis les différentes catégories. Donc, armes de catégorie A, armes de guerre. Armes de catégorie B, soumises à autorisation. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas acheter ces armes comme ça. Armes de catégorie C, soumises à déclaration. C'est-à-dire que pour pouvoir posséder par exemple le fusil de chasse, il me faut mon permis de chasse. J'achète le nombre de fusils que je veux et je les déclare. Armes de catégorie D, acquisition et déclaration et détention libre. Acquisition et détention libre. Donc dans tout ça, là aussi, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'acquisition et la détention. Je peux avoir des armes anciennes à la maison. Acquisition et détention libre. Par contre, il ne faut pas mélanger avec le port d'armes. Et l'usage aussi qu'on peut faire d'une arme. Maintenant, les armes autorisées en police municipale. Là, vous avez une photo de mon arme de service. Donc, nous avons le droit en police municipale aux catégories B, aux catégories C et aux catégories D. On va voir en image lesquelles. Les armes en PM. Donc on va commencer du plus grand entre guillemets au plus petit. En B, nous avons le droit au revolver chambré 38 spécial. 38. Quelle que soit la marque, quel que soit le nombre de coups. Maximum en général c'est 6, mais il y en a des 5, ils sont plus petits. Les pistolets semi-automatiques ou PSA. PSA en 9 mm ou en 7,65. Quelle que soit la marque aussi. Donc coup par coup. Nous avons le droit en dessous ici au flashball qui est en catégorie B. On l'appelle aussi la marque, je crois que c'est Super Pro.
Canon juxtaposé. Il est tout en métal. Ensuite, nous avons le générateur d'aérosol de défense. Gel, liquide, CS, poivre. Donc gel ou liquide, CS ou poivre. Il faut savoir que ce sont des bombes lacrymogènes de plus de 300 ml. Ça va jusqu'à 500. La 500 par exemple, je m'en suis déjà servi malheureusement plusieurs fois dans ma carrière. La version gel, CS ou poivre, enfin la version gel, on tape jusqu'à 3 mètres, 3 mètres et demi. Et en plus, comme c'est un gel, on peut bien viser. Donc c'est pour ça que c'est classé en catégorie B. Nous avons ensuite le taser. Donc ce taser là, enfin tous les tasers qu'on a, ils ont en général la petite caméra qui enregistre le fait qu'on tase quelqu'un. Taser, c'est un seul coup. Un seul coup. Après, il faut recharger la cartouche. En dessous, nous avons un autre flashball catégorie C. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on a vu avant. Vous pouvez en acheter un et l'avoir à la maison. C'est un flashball. Les munitions sont les mêmes. C'est une boule en caoutchouc de Jokari. Le flashball est fait pour, normalement, est fait pour être utilisé à plus de 5 mètres. Ça commence à faire pas mal. Donc, la différence de celui-là, je dirais qu'il est en polycarbonate, donc peut-être un peu plus léger que celui qui est tout en métal. Mais lui, au niveau de l'emploi, il est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les sûretés de l'arme sont un peu moins bonnes. Je l'ai eu en dotation, celui-là, il fallait qu'on fasse énormément attention à ce qu'un coup ne parte pas tout seul. Donc à choisir, moi je prendrais celui-là. Ensuite, nous avons les armes de catégorie D. Alors, je vous ai mis ici et ici les matraques. Télescopique ou gomme. C'est exactement l'utilisation est la même. Nous avons ici le bâton de défense à poignée latérale ou tonfa. Le tonfa vient des arts martiaux en japonais. Dans les années 70, la police de Los Angeles l'a adapté en moyen de défense des forces de l'ordre. Personnellement, j'adore travailler avec un tonfa. Maintenant, je suis passé à la matraque télescopique parce que de par mon emploi de chef de service, je suis un peu plus en administratif, un peu plus au bureau. Et je dois porter toujours, comme je suis équipé de l'arme de poing, je dois toujours sur moi avoir une arme, ce qu'on appelle intermédiaire. Donc, soit la bombe lacrymogène, ici ou là, ou un bâton. Donc ensuite, nous avons le petit générateur d'aérosol, 75 ou 100 ml. Au-delà de 100 ml, on passe en B. En dessous, à 100 ml et en dessous, on est en D. Et ici, nous avons à la fin cette drôle de bête, qui est un fusil hypodermique. Nous pouvons l'avoir en dotation dans les polices municipales. Le pistolet hypodermique n'est utilisé que sur les animaux. On ne se sert pas d'un pistolet hypodermique pour tirer sur les gens. Non. L'utilisation du pistolet hypodermique est très cadrée. Je ne m'en suis jamais servi, j'ai jamais été formé pour. Si on l'a, quand on doit l'utiliser, il faut l'aval du vétérinaire. Et le vétérinaire donne les doses de comment ça s'appelle, de somnifère pour l'animal, pour endormir l'animal. Également, ici, celui-là, là, vous voyez, il est à pression d'air. Celui-là, il est à air. Donc également, on va dire quelle pression d'air il faut sur l'arme pour pas transpercer l'animal. Donc l'usage du pistolet hypodermique est vraiment très encadré. On s'en sert sur quoi? Sur tout ce qui est animaux, moutons, chèvres, cheval, sanglier, tout ce qui peut sortir, tout ce qui peut se retrouver sur la voie publique
et qui va générer un danger pour les usagers. Par exemple, des animaux qui se retrouvent sur l'autoroute, ça peut être très dangereux. Sur une route nationale, c'est pareil. Un sanglier qui va se retrouver en milieu urbain, si on est équipé, ça évite de tuer l'animal. Donc voilà pour les armes en PM. Maintenant, comment on fait pour être armé en police municipale? Temps 1. Je suis maire, je décide d'armer ma police municipale. Il me faut, de toute façon, au-delà de 5 agents, une convention de coordination est obligatoire. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Je vous conseille de regarder ce que c'est une convention de coordination pour l'oral, ça peut être très utile. Ce sera toujours un petit plus pour votre culture générale. Donc il faut une convention de coordination signée entre la collectivité territoriale, donc pour nous là la mairie, mais ça peut être aussi au niveau d'une interco. Donc il faut une convention de coordination entre la collectivité et l'État. L'État, en l'occurrence, la préfecture. Mais pour que le préfet donne le port d'armes, il y a obligation de formation. On va le voir après. Le port d'armes n'est valable que sur le territoire communal sur lequel on travaille, pendant les heures de travail. Donc, moi, policier municipal, je ne peux pas sortir en civil avec mon arme, comme ça peut être le cas pour les gendarmes ou les gardiens de la paix. Avec les attentats qu'il y a eu récemment, les années précédentes, le gendarme ou le policier national, s'il le demande, il peut rentrer chez lui avec son arme à feu. Du moment qu'il a un coffre avec certaines... mais il peut le faire. Nous, policiers municipaux, nous ne pouvons pas. Donc le port d'armes sur la commune, pendant qu'on travaille, il y a une troisième possibilité, c'est-à-dire que ma commune, il y a 2 endroits, je suis obligé de passer par une autre commune pour aller à l'autre endroit de ma commune, j'ai le droit avec la convention de coordination. J'ai également le droit de sortir armé pour aller au stand de tir, par exemple, qui n'est pas sur ma commune, ce qui est mon cas. Donc maintenant, les obligations de formation. Pour que le préfet donne le port d'armes, il faut obligatoirement être formé. Il y a 30 ans en arrière, ce n'était pas une obligation. Maintenant, on est pro, c'est obligé. Donc, l'obligation, c'est quoi? En général, le gardien qui est stagiaire sort de formation initiale d'application, la FIA. Il part ce qu'on appelle en FPA, formation préalable à l'armement. Dans cette FPA, il y a un tronc commun qui est le module juridique, qui va à tout le monde. Et ensuite, c'est à la carte. Ma commune est équipée de bâtons, je fais la formation bâton. Ma commune est équipée de bombes lacrymogènes catégorie B, je fais la formation bombes lacrymogènes. Et j'ai pas d'arme à feu, par contre j'ai un taser, donc je fais la formation de taser. Pareil pour le flashball, pareil pour les revolvers, pareil pour les PSA. Et le fusil hypodermique, on avait tout à l'heure. Donc après c'est à la carte. À l'issue de cela, dès que tous les modules sont validés, le préfet donne le port d'armes. J'ai réussi le bâton, j'ai réussi le PSA, et je loupe le taser, et j'aurai que le bâton et le PSA, mon port d'armes. Voilà, il faut que je repasse le taser. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc on a obligation de succès au niveau des formations armement pour avoir le port d'armes. Mais c'est pas fini. Nous avons une formation obligatoire tous les ans, que ce soit pour l'arme à feu, le taser, le flashball, le bâton. Donc on est obligé d'être reformé 1 à 2 fois par an selon le type d'arme. Tir d'entraînement, soit tir d'entraînement, soit manipulation. Forcément on peut tirer avec un tonfa. Donc ça c'est les obligations. Si on ne suit pas ces obligations et qu'il y a un contrôle, le préfet peut faire casser le port d'armes de l'agent en disant
il est temps de repartir en formation. Donc on repart en formation et on reprend notre portable. Donc voilà pour les obligations. Donc à savoir que les policiers municipaux sont bien formés. Bâton 2 fois, tir 2 fois. Le taser c'est de mémoire 1 fois par an. Le flashball pareil. Ça n'empêche pas tout à côté de ça de faire des formations avec des armes dites d'entraînement, type ce qu'on appelle blue gun ou red gun. Ce sont des pistolets en plastique qui sont des réplicas de nos armes réelles et on fait du maniement et de l'entraînement. Au niveau du bâton, on s'entraîne pareil, et de l'entraînement. Donc nous sommes quand même, nous avons la chance d'être obligés à se former. Donc ce qui oblige nos collectivités à nous former et d'avoir un meilleur résultat après sur la voie publique. Maintenant, le débat. Quand j'ai commencé il y a 22 ans, on se posait la question de savoir faut-il armer ou pas un policier municipal. Pas d'une arme à feu, hein, d'un bâton et d'une bombe lacrymogène. La société a évolué, les esprits ont évolué aussi, les faits divers ont évolué malheureusement, l'actualité a malheureusement évolué aussi. Donc maintenant vous avez quand même 95%, 90% des policiers municipaux qui sont équipés soit d'un bâton, soit d'une bombe lacrymogène, enfin des deux, bâton et bombe lacrymogène. Savoir qu'un bâton peut être mortel et une bombe lacrymogène dans certaines situations aussi peut être mortelle. Donc ensuite, vous avez le débat, faut-il des armes de catégorie B ou pas? Catégorie B, grosse bombe lacrymogène, ça c'est facile. Dès qu'on a la petite, on peut passer à la grosse. Les communes sont plus faciles, certaines, à vouloir acheter des tasers, même si ça coûte extrêmement cher, au niveau coût d'entretien et coût de formation, etc. Plutôt qu'un PSA. Un taser peut tuer. Un taser, c'est pas une arme miracle. Un taser, il suffit que vous ayez une veste lâche, ça passe à côté ou quoi que ce soit, on ne bloque pas l'individu. Donc la question, ça a été, faut-il armer ou pas? D'armes à feu, d'armes létales. Sachant que toute arme, comme je vous l'ai dit, peut être considérée comme létale. Ce débat, depuis les attentats de 2015 du Bataclan et de tout ce qui s'est passé derrière, et les policiers municipaux, on a perdu des policiers municipaux en service qui ont été tirés et abattus, notamment 2 collègues féminines. Les mœurs, la volonté politique a évolué. L'État a aussi facilité l'acquisition d'armes à feu pour les policiers municipaux. C'était beaucoup moins contraignant. Donc la question que vous aurez à l'oral, si je vous dis, demain je vous recrute, ma police municipale n'est pas armée d'armes de catégorie B. Voulez-vous venir? Pas. Ne dites pas non, dites oui, je viendrai. Je viendrai, j'adapterai ma façon de travailler et mes missions aux outils et aux moyens de travail que j'aurai. Il est clair que face à quelqu'un armé d'une arme qui peut me tuer, je ne vais pas partir bien en tête. Je protégerai, 1, la population, et 2, j'aviserai les forces d'État pour qu'elles puissent intervenir. Vous voyez la différence? Ne dites pas non. Ceci étant, on peut relancer le débat en disant voilà, il s'avère que je suis l'actualité des polices municipales. Sur les derniers attentats qu'il y a eu, les primo-intervenants étaient des policiers municipaux. À Nice, sur la promenade, les premiers qui ont fait feu sur ce camion qui a dévasté, ça a été des policiers municipaux. L'année dernière à Marseille, ce sont 2 policiers municipaux qui sont intervenus. Le drame qu'on a eu avec ce professeur, M. Paty, qui a été décapité, les primo-intervenants étaient des policiers municipaux non armés d'armes de catégorie B. Ils ont dit à la BAC, il est parti par là, avec
son coupe-coupe. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien relancer le débat en disant de plus en plus de municipalités franchissent le pas, l'État les aide, de par la violence des actes, de par tout ce qui se passe à notre époque. Faut-il armer ou non en police municipale? Si je suis dans une commune où il n'y a pas d'armes à feu, je serai engagé et je ferai mon devoir du mieux que je peux avec les outils que j'ai. Si je vais dans une commune qui a des armes à feu en dotation au niveau de sa police municipale, je n'ai pas de crainte, car je sais que je serai formé, et je serai bien formé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Voilà pour moi les réponses, c'est-à-dire qu'il faut toujours prouver que vous êtes renseigné pour l'oral, et ne pas avoir surtout sur ce type de problématiques, des questions tranchées. Moi, je vous donne moi, personnellement, ça fait 20 ans que je suis armé d'armes à feu. J'ai jamais tiré. J'ai pointé mon arme beaucoup, même beaucoup trop de fois sur des délinquants. Il faut savoir que une arme, ça vous pouvez le lire à l'oral, une arme s'utilise en cas de légitime défense. Donc je vous renvoie sur la légitime défense, l'article, soit même autrui. La légitime défense est un homicide légal et prévu par la loi. Je sauve ma vie ou je sauve la vie de quelqu'un d'autre. À chaque fois que je m'équipe tous les matins, je mets ma bombe lacrymogène, ma matraque télescopique, je prends mon chargeur, je vais dans mon armerie, enfin je suis dans mon armerie, je m'équipe en sécurité, je charge, c'est un poids et une responsabilité. On peut tuer quelqu'un si ça arrive, il faut que ce soit en légitime défense. Sinon on est mis en examen. De toute façon, il faut savoir que dès qu'il y a feu, homicide, on est mis en examen. Ça fait partie du jeu, garde à vue, saisie de l'arme, etc. Et les analyses derrière, toxicologiques. Donc il faut savoir qu'au niveau des munitions que nous avons, nous, policiers municipaux, nous avons des munitions expansées. C'est-à-dire que la munition, c'est une tête creuse. Et quand elle impacte, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. L'assaillant prend toute la vélocité de la munition. Et normalement, c'est censé l'arrêter. Et la munition est censée ne pas ressortir. Quand j'ai commencé, on avait des semi-blindés. Donc les munitions que nous avons toutes cuivrées. Ça transperçait. On est en milieu urbain. Le but du jeu, c'est de stopper l'assaillant, sauver des vies, sauver des gens et de ne pas créer plus de problèmes derrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous être utile pour votre oral. N'hésitez pas à mettre un pouce. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et si ce n'est pas encore fait non plus, vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, sur le forum Prépa Police Municipale. On est presque 400 maintenant. Il y a des bons échanges. Il y a de l'émulsion de groupe. Dès que quelqu'un pose une question, soit j'y réponds, soit c'est quelqu'un d'autre qui y répond. Donc nous avons dans ce forum, il n'y a pas que des gens qui veulent passer le concours, il y a des gens qui l'ont déjà eu aussi. Donc on a un retour d'expérience assez intéressant. Donc sur ce, je vous souhaite un bon oral et que ça vous soit utile. Et de bonnes révisions. Au revoir.